Quand en 80 après Jésus-Christ, l'amphithéâtre Flavien surgit dans le paysage de Rome, la gladiature est vieille déjà de plusieurs siècles. Et le temps où les combats de gladiateurs n'étaient qu'un rituel destiné à rendre hommage à un défunt est bien loin. L'origine de la gladiature, au moment où les Grecs, les Étrusques, les Campaniens et même les Romains honorent leurs morts ou préparent leurs jeunes à la guerre avec ces duels primitifs, pour moi, c'est pas encore vraiment de la gladiature. Ça deviendra un combat de gladiateurs au moment de la professionnalisation et de la stabilisation de ces duels. Tout va changer au 1er siècle avant notre ère, avec l'apparition progressive de la professionnalisation. Pour satisfaire leurs ambitions politiques, des aristocrates font de ces jeux funèbres privés des spectacles offerts au peuple, les munérats. D'un rituel religieux un outil politique, qui va produire le personnage du gladiateur surexposé médiatiquement. Les gladiateurs vont donc devenir des professionnels, ils vont être reconnus par le public va écrire sur les murs des villes les noms des gladiateurs, ils deviennent des stars. Dès lors, les gladiateurs, qu'ils soient hommes libres ou esclaves, apprennent l'art de la gladiature dans des écoles, les ludi. Pour celui qui dirige l'école, le laniste, les gladiateurs sont comme sa propriété, dont il espère tirer le meilleur parti. À Rome, c'est entre les mains de l'empereur que se trouve la vie des gladiateurs. À moins de 100 mètres du Colisée, on peut voir encore le Ludus Magnus, une école impériale de gladiateurs qui formait chaque année des milliers de combattants. Le Ludus Magnus faisait partie d'un projet plus vaste réalisé par les empereurs Flaviens, qui comprenait l'amphithéâtre, 4 casernes de gladiateurs et toute une série d'édifices qui leur étaient liés. Le Ludus Magnus est la seule des 4 écoles de gladiateurs à avoir été retrouvée par les archéologues. En 1937, durant les travaux de construction d'un immeuble, le Ludus Magnus a été finalement mis au jour. On a découvert les chambres où habitaient les gladiateurs et surtout la moitié de l'arène où ils s'entraînaient. Ce Ludus était constitué de quartiers militaires où résidaient les apprentis combattants et d'une petite arène elliptique, comme celle du Colisée. La cavea pouvait accueillir plus de 3000 spectateurs qui venaient assister aux entraînements. Un autre aspect remarquable du Ludus Magnus, c'est qu'il est à demi enterré. Pour des raisons de sécurité principalement. Il faut se rappeler que la plupart des gladiateurs n'étaient pas des hommes libres, mais des prisonniers, des condamnés qui choisissaient de combattre dans l'arène dans l'espoir d'être libérés. Il devait y avoir un lien direct avec le Colisée, parce que du Colisée part une galerie souterraine qui arrivait probablement au Ludus Magnus et qui devait permettre le passage rapide des gladiateurs de l'école à l'arène et vice-versa. Malheureusement, l'entrée de cette galerie n'a pas été redécouverte lors des fouilles de 1937. En revanche, l'autre extrémité de la galerie qui débouchait dans le Colisée au niveau du sol de l'hypogée a elle été mise au jour. Rien à voir avec le passage secret des empereurs et ses décorations raffinées. Ici, la maçonnerie est brute et subsiste encore le sol en petits carreaux de terre cuite qui recevait les pas des gladiateurs en route vers une fortune incertaine. Au cours des 3 années de leur formation, sous la responsabilité du laniste, véritable promoteur de spectacle, les gladiateurs apprenaient toutes les subtilités de l'art gladiatorien. Brice Lopez, spécialiste des arts martiaux, a participé à de nombreux travaux d'archéologie expérimentale autour de la gladiature. Dans les écoles de gladiateurs, on veut former le combattant pour le combat lui-même, la partie technique, on va dire, physique, ça semble vraiment, il n'y a pas de doute là-dessus. On veut le former sur la partie spectaculaire aussi, il ne faut pas oublier que c'est un spectacle et que la plupart des combats se font entre gladiateurs de la même école. Pour assurer le spectacle sur l'arène, les combats mettent aux prises différents types de gladiateurs. Il en existe 6, qui chacun possède une panoplie d'armes, l'armatura, qui lui est propre et qui nécessite une technique particulière. Les armaturae appartiennent à l'école et le gladiateur, en tant que personne, peut être
Rétière un jour, Provocator le lendemain. Le Provocator possède tous les éléments principaux d'une armatura. Un protège-tibia, un plastron de cuir, une manica en cuir pour protéger son bras droit, un glaive romain, un casque qui couvre son visage et un bouclier. Provocator, ça veut dire celui qui commence, celui qui débute, parce que vraisemblablement c'est par cette panoplie qu'on débute l'après-midi de jeu dans les amphithéâtres, mais aussi la formation dans les écoles de gladiateurs. Le myrmillon est l'archétype du soldat romain, le gladiateur préféré des légionnaires. Il combat aussi bien le thrace que l'oplomaque, des adversaires représentant l'étranger. Le myrmillon se distingue par son casque orné d'une crête massive, ainsi que par son très grand bouclier incurvé qui forme comme un rempart. On peut le comparer à la murène cachée dans son trou, qui attend et qui attaque pour aller prendre sa proie. Ça peut être une contre-attaque, mais ça peut être aussi l'autre est là, positionné, il est juste en déplacement, et d'un seul coup j'attaque de façon tellement inattendue, tellement violente, tellement rapide que j'oblige l'autre à bouger, et quand il bouge, avec ma dague, je peux le tailler, je peux le faire tomber et le soumettre. Voici le meilleur adversaire du myrmillon, le thrace. C'est un vieil ennemi des armées romaines. Toute sa technique est liée à son arme offensive, si particulière, la sica, un couteau court à lame recourbée. Le thrace, il va utiliser sa sica pour attaquer au-dessus de l'épaule gauche et à l'intérieur du bouclier sur le côté droit, en essayant de toujours trouver le bon angle qui va lui permettre de rentrer derrière le bouclier. L'autre adversaire du myrmillon, c'est l'oplomaque. Son armatura est très proche de celle du thrace, à ceci près qu'il tient une dague dans la main gauche et une lance dans la main droite. On l'appelle aussi dimacaire, double combattant, parce qu'il peut utiliser les deux armes en même temps. Le must, pour les spectateurs du Colisée, est certainement le combat de la paire sécutor-rétière. Le rétière ne peut abriter sa tête qu'avec le galérus, une pièce métallique qui termine son manchon de cuir. Mais il possède 3 armes offensives, une courte dague, un trident pour tenir ses adversaires à distance et surtout un filet, rété en latin, d'où il tire son nom. L'armatura du rétière est extrêmement complexe. Non seulement il y a 3 armes à gérer, il y a toutes les distances de combat, c'est l'armatura qui demande le plus de variations de déplacement. Il faut à la fois être endurant, il faut pouvoir être très véloce sur des très courtes distances. C'est vraiment, pour moi, le top de la gladiature. Celui qui l'affronte, c'est le sécutor, remarquable par sa manica en écaille métallique et par son casque qui est profilé pour n'offrir aucune prise au filet du rétière. Pour ce qui est de la technique, tout est presque contenu dans son nom. Sécutor, c'est le chasseur, celui qui poursuit le poursuivant. Le sécutor fait des avancées fulgurantes vers son adversaire, il charge. Il va essayer de casser les angles, comme un peu un prédateur après une antilope. S'il reste derrière tout le temps, il ne va pas pouvoir la rattraper. De temps en temps, il casse les lignes d'attaque pour pouvoir prendre son adversaire. Ces gladiateurs étaient les véritables héros des spectateurs de l'amphithéâtre. Après 20 ans d'expérience du combat gladiatorien, Brice Lopez en a démystifié certains aspects. Il a par exemple démontré avec l'aide de cardiologues que les interminables combats vus au cinéma sont insoutenables dans la réalité. Ces tests sont sans appel. On arrive au sommet de nos battements cardiaques à 200 pulsations minutes, pour moi par exemple, entre 40 et 50 secondes de combat. L'archéologie expérimentale remet en cause les légendes qui ont continué de se développer autour des gladiateurs à l'ère moderne. Et de providentielles découvertes viennent aussi enrichir la connaissance encore très lacunaire que nous avons de la réalité des gladiateurs. Celle survenue à Éphèse, sur la côte méditerranéenne de l'actuelle Turquie, vient éclairer de façon magistrale le sort des gladiateurs de la période impériale. Lors de ces fouilles, il est vite apparu que nous étions face à quelque chose de spécial, car certaines stèles comportaient des représentations de gladiateurs. Plusieurs tombes, dont certaines portaient des stèles, attestent sans équivoque qu'il s'agit de tombes de gladiateurs. L'une montre un myrmillon, une autre un rétière, identifiable grâce à son trident. Des milliers de fragments d'os ont été récupérés et réassemblés par l'équipe de 2 médecins légistes, Fabian Kanz et Karl Grossschmidt. On a pu identifier au minimum 68 individus, dont 66 étaient clairement de jeunes hommes qui avaient entre 20 et 30 ans. On a trouvé beaucoup de blessures typiques des armes qu'on connaît des gladiateurs.
notamment les coups d'épée qui traversent le front en diagonale. En outre, il y avait des blessures rondes, caractéristiques de celles provoquées par des coups de lance ou d'une pointe, qui auraient directement été plantées dans le crâne avec beaucoup de force. Ces blessures rondes sont aussi intéressantes et toujours espacées d'une même distance de 5 cm et correspondent selon nous à des blessures de trident. Que vont pouvoir nous apprendre sur la vie des gladiateurs ces ossements une fois explorés par les plus récentes techniques médico-légales? Le docteur Kantz étudie en particulier une grave lésion au crâne causée par une arme au cours d'un combat. Il s'agit ici de la surface extérieure, ou partie extérieure du crâne. Et ici, c'est la partie intérieure, la lamina interna, qui, comme on peut le voir, est parfaitement intacte. Ce qui veut dire qu'elle n'a pas été perforée. Ici, on voit un tissu osseux régulier. L'arme a traversé à partir de là. Mais on peut voir que la guérison est bien avancée. Le processus de guérison a probablement été long, d'1 an, 1 an et demi, et n'est pas tout à fait terminé, mais c'est très bien soigné. Est-il possible que la guérison des blessures ait été favorisée par un régime spécial, comme le mentionnent plusieurs auteurs romains? En outre, il semble qu'après l'entraînement, il leur était administré une boisson à base de cendre pour atténuer les maux de ventre. Dans l'intérêt de nos recherches, on espère que ce régime alimentaire et cette boisson à base de cendre auront laissé des traces dans les os. Ces traces devraient pouvoir se retrouver sous la forme de strontium. Pour la première fois de l'histoire, il va être possible de vérifier ces sources anciennes en soumettant quelques fragments d'os à l'analyse d'un spectromètre atomique capable de détecter le strontium. Un traitement de ces fragments est indispensable pour les rendre aptes à être analysés. Et ensuite, on devrait en théorie pouvoir retrouver les traces laissées par les isotopes stables, comme l'azote et le carbone. Kantz a déjà soumis des fragments d'os de nombreux Romains retrouvés dans d'autres tombes d'Éphèse à ce test. Cela lui a permis d'établir le taux moyen de strontium dans la population normale, qu'il comparera à celui qu'il va découvrir chez les gladiateurs. En fonction des éléments présents dans la solution, les flammes changent de couleur. Et d'après leur intensité, on connaîtra le niveau de concentration de ces éléments au sein des os. La couleur de la flamme indique que le taux de strontium de cet échantillon est bien plus élevé que celui d'un citoyen romain ordinaire. Et confirme que les gladiateurs profitaient d'un régime alimentaire spécial pour favoriser la guérison de leurs blessures. Assurément, de très bons soins ont été prodigués. Ce qui n'est pas vraiment surprenant, car en principe, les investissements de l'école de gladiateurs sont comparables aux investissements actuels des clubs de foot. Et pour protéger ces investissements, les gladiateurs recevaient très certainement les meilleurs soins disponibles à l'époque. À l'époque impériale, les meilleurs soins médicaux étaient prodigués aux gladiateurs pour que leur carrière soit aussi longue que possible, afin d'enrichir le laniste qui les possède. Mais leur survie passait surtout par un comportement exemplaire dans l'arène. Sans être spectaculaire, sans être engagé, sans t'offrir au public, tu pourras peut-être dans un prochain combat perdre et être mis à mort. Alors que si tu es quelqu'un de spectaculaire, d'engagé, de technique, qui s'offre vraiment à son public, même si tu poses un genou au sol, tu es sûr de ne pas mourir. Le sort du vaincu est alors officiellement dans les mains d'un magistrat. Et au Colisée, dans celle du magistrat suprême, l'empereur lui-même. Le peuple est non seulement en relation avec l'empereur, mais il prend une part dans la décision de vie ou de mort d'un gladiateur. De son côté, l'empereur tient compte des souhaits de la foule. Cela les réunit. Mais en fin de compte, c'est l'empereur qui décide. Je pense que cela donnait malgré tout quelque chose aux gens. Cela les excitait, parce qu'ils jouaient un rôle dans la mort. Partout dans l'Empire, la culture du duel de gladiateurs est en vogue. Thomas Schmidt distingue plusieurs vagues de propagation de l'amphithéâtre dans l'Empire. 2 sont antérieures à la période flavienne et voient des villes du sud de la France, de l'Espagne et de l'Italie se doter d'amphithéâtres.
On trouve une troisième phase sous les Flaviens. On peut alors dire que le Colisée semble vraiment apporter une contribution au même titre que l'idéologie. Et simultanément, les Romains poursuivent leur conquête vers le nord. Les élites locales des régions nouvellement conquises, l'actuelle Belgique, l'Allemagne, le nord de la France, la Suisse et l'Autriche, s'empressent de faire bâtir de petits colisées qui arriment ces territoires à l'Empire. Ces deux aspects sont vraiment reliés. La politique d'expansion et l'apparition des amphithéâtres. Rien ne semblait pouvoir entraver l'expansion inexorable de l'Empire romain. Et pourtant, dès le IIIe siècle, les signes d'un effritement de cette puissance commencent à apparaître.